On démarre. Bienvenue à tous. Bonjour. Donc, je suis Frédéric Ledan, CRTL Occitanie. Donc, cet atelier, en fait, est le dernier de la série des 7 ateliers qu'on a organisés cette année en partenariat avec Google Atelier Numérique. Et je suis aujourd'hui accompagné d'Alexandre et Julia, qu'on ne voit pas, c'est la modératrice, en fait. Donc, c'est elle Et qui dans va l'ombre. regarder, voilà, elle va regarder les questions qui sont posées dans QNR pour les faire remonter oralement et les poser oralement à Alexandre, qui ne répondra pas forcément au coup par coup parce qu'il y a peut-être beaucoup de questions, donc on va les regrouper et puis on essaiera de répondre quand même à tout le monde. Pour ma part, je ne vais pas intervenir sur ce webinaire, je laisse parler les spécialistes. Je voulais juste vous dire en introduction que donc on est en train déjà de travailler sur le programme des ateliers de 2023. Sur le site pro, d'ailleurs dans QNR, je vais afficher le lien vers le pro. Vous avez plusieurs sujets qui sont déjà affichés et puis on va le compléter avec tout un tas de sujets, non seulement sur la visibilité web avec Google, mais sur la commercialisation, sur la performance. On va aussi varier les formats, donc il n'y aura pas que des webinaires, il y aura aussi des tutos. On a déjà quelques sujets de tutos qui sont en préparation sur l'installation, par exemple, des bandes de recharge électrique. Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que ça doit être gratuit pour les clients, payant, comment, etc. Un sujet aussi sur un comparatif des channel managers avec des interventions de différents channel managers sur la commercialisation, sur les choix des canaux, etc. Alors donc, nous, on aimerait surtout être en phase avec vos besoins. On va faire donc une petite enquête que vous allez recevoir par mail et je vous demanderai de nous faire remonter vos avis sur des propositions de sujets, mais surtout vos préoccupations et puis les thèmes de formation qui vous intéressent. On peut faire des formats en présentiel, en distanciel, des formats courts, des formats plus longs, on s'adaptera. Mais on aimerait surtout connaître les sujets qui vous intéressent et qui vous préoccupent. Ça peut être des sujets d'actualité, comment est-ce qu'on minimise l'impact de l'inflation, comment est-ce qu'on réduit sa consommation d'énergie, plein de sujets en fait. Donc on est à l'écoute. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Pour le moment, je laisse la parole à Alexandre et puis Julia en modération. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Frédéric. Donc rebonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre, je suis coach Google basé à Montpellier. Julia également. Et on est heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour faire ce petit live concernant Google Analytics, pardon, niveau 2. L'objectif du jour, c'est bien de pas que vous vous transformez en expert, mais de vous permettre d'un peu mieux utiliser cet outil. Peu importe vos challenges aujourd'hui, que ce soit il y a l'analyse de données, au tracking, aux performances avec votre entreprise, j'ose espérer que le live d'aujourd'hui sera enrichissant et motivant pour vous. Donc, un premier petit sondage, déjà, est-ce que vous utilisez bien Google Analytics actuellement? Est-ce que vous allez l'utiliser? Est-ce que vous l'utilisez régulièrement? Et surtout, sur quelle version? Est-ce que vous êtes sur l'ancienne version UA ou la nouvelle version GA4? Ou est-ce que vous ne savez pas quelle version vous utilisez? Donc, merci de répondre à ce petit sondage que normalement doit apparaître à votre écran. Et on va pouvoir commencer. Alors, n'hésitez pas à me dire tout au long du live si vous voulez que je reformule certains termes, si vous voulez revenir en arrière pour prendre des captures d'écran ou des photos, avec plaisir. Donc, je vois qu'il y a un tiers des personnes qui n'utilisent pas Google Analytics, intéressant. On a ensuite 28% sur UA, l'ancienne version, 11% sur GA4 et 36%, la majorité d'entre vous, vous ne savez pas c'est quelle version, mais oui, vous l'utilisez. Parfait. On va voir ça tout de suite. Merci pour le sondage. Les ateliers numériques, vous devez sûrement les connaître si ce n'est pas votre premier live, mais rapidement, notre mission, c'est quoi? C'est de vous former aux compétences numériques. Et par compétences, on entend bien sûr les bonnes pratiques, les erreurs communes à éviter et les outils. Et pas que les outils Google, pas que les produits Google. Nous sommes là pour vous parler de tous les leviers numériques qui peuvent aider votre activité, que ce soit les réseaux sociaux tels que Facebook, l'emailing, les outils d'analyse, peu importe. Jean-François vient de poser une question, comment passer à GA4 facilement? Eh bien, on va le voir. Merci pour la question, Jean-François. Ce programme de formation Google Atelier numérique, il est sans frais et sans prérequis. Et cerise sur le gâteau, à la fin des présentations, on vous invite, si vous le souhaitez, si vous en avez le besoin, de prendre un coaching individuel avec un coach Google. Vous
pouvez demander Julia, Alexandre, un coach spécialisé dans une thématique. Peu importe, ce sera un plaisir de vous rencontrer en individuel et de vous conseiller sur mesure, par téléphone ou par visio. Donc, c'est 1 heure que vous pouvez avoir au maximum 1 fois par semaine, ce qui est déjà bien. Cela étant dit, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Entrée, plat, dessert. À la fin de cette session, vous serez apte et capable, si je fais bien mon travail, à installer Analytics, à bien l'installer, que ce soit UA ou GA. Là, ce sera surtout GA4. Créer et analyser vos propres rapports et vos propres événements. Un élément essentiel dans l'analyse de données, c'est les événements analysés. Et on va le voir. Et enfin, on va parler des fonctionnalités avancées de l'outil. Sans rentrer dans le détail, mon but, ce n'est pas de vous noyer sous les informations techniques, mais de vous partager des informations simples et facilement activables et utiles pour votre activité de demain. OK? Bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Donc, je le répète, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à me demander de revenir en arrière pour clarifier un point ou prendre des captures d'écran. Premièrement, l'analyse de données. Vous avez ce petit croquis, ce cercle vertueux qui correspond à l'analyse de données. Nous n'avons pas attendu les outils d'analyse en ligne, Google Analytics, pour analyser nos données. Analyser des données, c'est premièrement mesurer ces données, les collecter, ensuite les interpréter. Ok, j'ai ce chiffre, qu'est-ce que je dois en déduire? Et prendre des décisions à partir de ces interprétations. C'est ça, et tout simplement ça, l'analyse de données. Qui est utilisée, peu importe votre niveau de connaissance numérique. Je vais prendre l'exemple des grandes surfaces qui analysent vos comportements en boutique. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez les chewing-gums et les achats un peu compulsifs près des caisses. Les grandes surfaces analysent quels produits mettre où. C'est comme ça qu'ils ont pu savoir que c'est les produits à hauteur du regard qui sont les plus pris, les plus achetés. Donc ça, c'est de l'analyse de données. J'observe un comportement, j'interprète, j'en déduis une information et j'utilise cette information pour prendre une meilleure décision. Et là, c'est la phase optimisée, le 3e point. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est un cercle vertueux. Au fil du temps, sur le long terme, j'améliorerai mes performances. Ça sert à ça, Google Analytics. C'est un outil que vous branchez à vos sources d'informations en ligne pour analyser ces informations, analyser ces événements, ces données, ces comportements pour prendre de meilleures décisions. Sans Google Analytics, votre site est un peu une boîte noire. Vous ne savez pas qui rentre, qui sort et qu'est-ce qu'ils font. Et tout ce qui n'est pas mesuré n'est pas amélioré. Rappelez-vous de cette phrase. Tout ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Donc, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on est sur une présentation niveau 2, donc on ne doit pas réexpliquer dans le détail le fonctionnement d'Analytics, mais c'est tout simplement une balise, un pixel, un tag, un mini radar, si vous voulez, que vous mettez sur votre site et qui scanne les comportements des internautes. On va rapidement voir les différentes méthodes d'installation de Google Analytics. Rappelez-vous premièrement que le compte Analytics, vous pouvez avoir plusieurs sources de données, vous pouvez avoir plusieurs entreprises, plusieurs sites. Donc, vous avez le parapluie supérieur, en chapeau, le compte Analytics que vous allez créer. Et dans ce compte, vous pouvez avoir plusieurs propriétés. Alors, par propriété, c'est généralement différentes entreprises, si c'est le cas. Par propriété, ça va être également différentes technologies. Je vous donne un exemple. La propriété GA4 est différente de la propriété UA, dont on a parlé en introduction. UA, c'est l'ancienne propriété, une ancienne technologie, et GA4, c'est la nouvelle propriété. Je vais vous montrer un exemple dans l'interface de Google Analytics. Et enfin, dans une même propriété, mettons une même entreprise, vous pouvez avoir plusieurs sources d'informations différentes, plusieurs flux de données. Si vous avez un site, c'est un flux de données. Si vous avez une application mobile, c'est un autre flux de données. Si vous avez un blog, admettons, ça peut être un autre flux de données. Voilà, je vous donne différentes portes d'entrée que vous pouvez avoir. Mais tout ça sous le même compte
Analytics. À quoi ça ressemble? Admettons dans l'interface Analytics. Vous avez, alors là, je suis dans Administration. Tout en bas à gauche, vous avez Administration. Vous avez donc le compte Analytics. Je peux avoir plusieurs comptes. Et là, vous avez les différentes propriétés. Admettons GA4 et juste ici UA. Et dans ces propriétés, il peut y avoir différents flux de données. Hop, je reviens sur la présentation. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Donc, Jean-François, on va voir concernant GA4. Et Sandrine qui pose la question, si nous avons un blog, notre site, ce sont deux propriétés différentes. Alors, Julia est en train de vous écrire. Je laisse Julia donner sa réponse et je donnerai la réponse à l'oral à tout le monde. Je reviens sur la structure de compte et sur l'installation de Google Analytics dont parlait Jean-François. Et là, c'est la même question qu'à Hubert. Donc, l'étape pour créer Analytics, c'est très simple. La majorité d'entre vous avez Analytics. Vous créez un compte sur Google Analytics. Donc, il suffit de taper Analytics sur Google et vous êtes accompagné pas à pas. Ça va vous inviter à créer votre propriété et le flux de données. Vous allez renseigner un flux de données, votre site, et ça va vous donner une balise, un code ID qui ressemble à ça. Donc, dans Administration, flux de données, est-ce que je vais l'avoir? Ouais. Juste ici, vous avez un ID de mesure. L'idée de mesure, et c'est ce qui devrait être copié-collé dans la majorité des cas pour pouvoir analyser les comportements sur un site. Hop. Et vous pouvez les analyser, vous pouvez les installer Analytics sur votre site. Je vais prendre l'exemple d'un site. Soit directement via votre CMS. C'est-à-dire CMS, c'est créateur de sites tels que WordPress, Wix, Shopify. Tout ça, ce sont des CMS. Donc là, c'est la méthode la plus simple. En 2 clics, c'est faisable. Cependant, c'est une méthode un peu, c'est du réchauffé. C'est, on va dire, c'est un tracking limité qui ne va pas tout suivre. Donc, c'est en ça, on va plutôt se diriger vers les autres méthodes d'installation. Il y a via Tag Manager, le Google Tag Manager, c'est le gestionnaire de balises de Google. Et ce gestionnaire de balises vous permet de gérer tout ce qui est outil d'analyse sur votre site. Vous allez installer une seule fois Tag Manager et vous n'aurez plus besoin de toucher au back-office de votre site. Après, c'est dans Tag Manager où vous pourrez mettre une balise Google Analytics, une balise la publicité Facebook, etc. À mon sens, et nous recommandons souvent cette méthodologie parce que c'est la plus intuitive, c'est à la fois la plus intuitive et la plus pratique en termes d'analyse de données. Et la méthode la plus granuleuse, mais aussi la plus technique et la plus complexe à mettre en œuvre vous-même, c'est directement via un extrait de code dans le back-office de votre site. Et là, on fait souvent appel aux développeurs ou à nos proches. Donc voilà les 3 différentes méthodes. CMS, admettons, dans le cas de WordPress, vous pouvez l'installer avec SiteKit. Il y a également d'autres plugins, des extensions où vous pouvez installer en quelques clics. Via Tag Manager, alors Tag Manager, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Il vous suffit de rechercher Google Tag Manager. Vous aurez cette interface. Il faudra installer Tag Manager sur votre site et ensuite, vous pourrez installer ce qu'on appelle des balises. Il y en a plusieurs. Vous voyez qu'il y a la balise Google Analytics. Et c'est aussi simple que ça. Lorsque tu utilises Tag Manager, vous choisissez configuration GA4 et vous mettez l'idée de mesure qu'on a vu tout à l'heure, qui était juste là, dans Administration. Et une fois que c'est fait, eh bien, Analytics est sur votre site. Et la troisième méthode, c'est bien sûr via le code en dur dans le back-office, mais c'est plus technique, donc je ne vous recommanderai pas cette méthode. Tag Manager, je vous ai dit, c'était le gestionnaire de balises de Google. Mais pour faire simple, c'est simplement une boîte dans laquelle vous mettez
plusieurs balises, plusieurs outils d'analyse. C'est ça Tag Manager. En effet, Tag Manager, Hubert demandait, c'est vrai que vous ne voyez pas les questions, Hubert demandait si Tag Manager se met sans passer via WordPress. Il peut se mettre sans passer par WordPress, mais vous pouvez également l'installer via WordPress directement. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Hop. Et via l'extrait de code, ça ressemble à ça. Ne prenez pas peur, mais c'est pour ça qu'on recommande surtout via Tag Manager. D'ailleurs, sachez que si vous passez par le CMS pour directement installer Tag Manager, vous n'aurez pas besoin de mettre ce type de code, cet extrait de code. Par contre, si vous mettez Tag Manager sans passer par votre CMS, alors là, il faudra quand même mettre un code qui ressemble à ça dans votre back-office, dans votre code en dur. Donc, ça va quand même demander des connaissances techniques, faire appel à quelqu'un ou essayer de voir des tutoriels. Ce n'est pas excessivement compliqué. Mais au moins, vous ne le mettrez qu'une seule fois, ce code, et après, tous les autres codes, tous les autres pixels, balises installés, vous passerez via cette interface en quelques clics, sans besoin de savoir coder. Donc voilà pour les méthodes d'analyse. Pour la migration à GA4, avant d'arriver aux données. Si vous avez une propriété UA, eh bien, dans toujours administration, administrateur, dans votre propriété, c'est la deuxième colonne, vous aurez assistant de configuration GA4. Et là, c'est très très simple. En cliquant dessus, vous allez être accompagné pas à pas pour créer une nouvelle propriété en 2 clics. Alors, ce ne sera pas une migration. C'est-à-dire, vos données ne vont pas migrer vers la nouvelle propriété. Donc, c'est en ça que vous devez le faire vraiment le plus tôt possible et le plus rapidement possible. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une propriété GA4 dans votre compte Analytics sans tout recommencer depuis le début, depuis le départ. Hop, je vais retourner sur GA4. Donc ça, c'est Tag Manager, on y reviendra plus tard. Cet outil d'analyse Google Analytics, une fois installé, va collecter plusieurs types de données. Plusieurs types de données vont remonter et vous allez pouvoir les analyser, les voir. Plusieurs types de données seront comptabilisés. Cependant, même si certaines données, certains événements, certaines interactions sont automatiquement collectées, d'autres devront être paramétrées de votre côté. En effet, vous voyez, c'est très simple à Google de comptabiliser les clics sur votre site, de comptabiliser la durée moyenne passée sur telle page. Cependant, lorsque vous avez un site avec des interactions propres à votre activité, comme un ajout au panier, comme une demande de devis, des contacts, eh bien là, il faudra dire à Google Analytics qu'est-ce que c'est que cet événement, où est-ce qu'il se trouve sur ce site, sur votre site, et comment il se déclenche. C'est en ça que vous allez devoir paramétrer ces événements. Ils ne seront pas automatiquement captés par Google. Il faudra dire Google, voilà, quand l'internaute fait ça sur mon site, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est admettons un achat, c'est admettons une demande de devis. Il faudra l'expliquer à Google pour qu'il puisse le comptabiliser, le suivre et vous le montrer dans son interface. OK ? Les différents types de données sont les suivants. Donc, les événements collectés automatiquement, généralement, c'est les sessions, les pages vues, c'est les clics. Tous ces éléments sont automatiquement collectés parce qu'ils sont similaires sur tous les sites Internet. Il y a d'autres événements qu'on appelle événements mesures améliorées, où là, vous allez non pas devoir les paramétrer, mais seulement les activer.
seulement les activer. Admettons, les défilements, ils ne sont pas automatiquement suivis. Eh bien, juste en les activant, vous autorisez Google à les suivre, à les comptabiliser. Ces deux types d'événements, ils sont automatiquement collectés. Et les améliorer, il faut seulement les activer. Et où c'est un peu plus technique, c'est les événements recommandés et personnalisés. Alors, Jean-François qui dit qu'il faudra prendre rendez-vous avec nous parce que ça va un peu vite. Vous inquiétez pas, Jean-François, je vais faire une petite pause pour prendre toutes vos questions. Mais en effet, si c'est la première fois que vous assistez à une conférence Google Analytics, là, on est un peu en niveau 2. Donc, les événements recommandés, c'est ce que vous recommande Google de suivre. Et il vous dit, cher entrepreneur, voilà les différents types d'événements qui peuvent exister. Admettons un ajout au panier, un achat. Indique-moi où est-ce qu'il se trouve sur votre site. Et là, vous allez indiquer à Google, OK, où est un achat, où est la demande de devis, l'ajout au panier. Et les événements personnalisés, là, c'est vous allez vraiment créer un événement qui est propre à votre site ou à votre activité. Admettons, si vous êtes, vous êtes un site en tant que hôte dans l'hébergement, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être, si vous voulez indiquer à Google le nombre de nuitées qui puissent les comptabiliser, eh bien, il faudra que vous disiez cet événement, c'est un événement personnalisé, propre à mon activité. Les événements personnalisés ne sont pas propres à tous les sites sur la toile, c'est vraiment propre à ce que vous faites vous. Et là, Google ne peut pas les deviner, il ne peut pas les créer. C'est vous qui allez devoir les paramétrer de toutes pièces. Oui, Julia, tu avais quelque chose à dire ou non? Je réponds aux questions. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de pouvoir découvrir, se remettre au fait de l'importance de l'analyse de trafic web et surtout pour les personnes de découvrir le vocabulaire. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de notions, ça fait un peu bizarre au début parce que c'est un vocabulaire nouveau. Prenez des notes et puis comme ça, vous pourrez poser vos questions individuelles lors d'un coaching ou vous remettre sur le sujet à tête reposée. Yes, totalement. Alors, Je me permets d'intervenir, Alexandre. J'ai modifié les paramètres de Zoom. Je pense qu'il est désormais possible maintenant à tous les utilisateurs d'utiliser le chat. Ok, parfait. Donc, confirmez-nous ça. Donc, ce sera un peu plus simple pour les échanges, je pense. Nickel. Merci, Frédéric. Aurore a une excellente question. C'est comment indiquer à Google où se situent les événements personnalisés ou recommandés? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va le voir brièvement parce que je pense que c'est un peu technique pour la majorité d'entre vous. Mais ce sera via Tag Manager, généralement, qu'on vous recommande de créer ces événements. OK? Donc, on va le voir. On arrive sur maintenant l'interface Google Analytics. Avant d'y arriver, est-ce qu'il y avait d'autres questions liées aux événements sur votre site, aux interactions, à la méthode d'installation, de migration, entre guillemets? Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Ne vous inquiétez pas, lorsque vous installez ou lorsque vous migrez, vraiment, vous êtes vraiment accompagné de A à Z dans la configuration. Est-ce que tout est OK pour tout le monde? Laissez-moi un petit OK dans le chat et on avance, on continue, si c'est possible de votre côté. Alors, bonne perche pour savoir donc effectivement si vous avez bien accès au chat, si vous le voyez. Sinon, on continue avec questions-réponses. Et Aurore, je n'ai pas très bien compris votre question. Comment indiquer à Google où se situent les événements recommandés ou personnalisés? C'est plutôt pour vous. À savoir que à notre échelle, aujourd'hui, dites-vous que les événements personnalisés, on ne va pas s'en occuper. Les événements recommandés sont intéressants pour une analyse poussée, mais vous pouvez vous suffire des événements qui remontent automatiquement pour démarrer, pour vous initier à l'analyse. C'est un peu la face visible de l'iceberg. Et au démarrage, pour la première année ou la première période, c'est suffisant déjà. Puis, lorsqu'on veut pousser, on s'intéresse à
à configurer des événements recommandés. Événements personnalisés, laissez ça de côté. On n'en a pas besoin à ce niveau. Totalement, c'est vrai, ne vous concentrez pas sur la personnalisation excessive. Je ne pense pas que ce soit primordial, sauf certains cas. Ça va passer par Tag Manager. Mais commencez, si c'est la première fois que vous gérez Analytics et GA4, commencez avec ce qu'il y a déjà. OK. Donc là, alors je vais voir, il y a d'autres questions. Si les événements recommandés ou personnalisés. Y a-t-il un délai d'acquisition des données en GA4? Indique pas commencer, pas d'option pour aller plus loin. Alors oui, en fait, vous allez… Alors, j'espère que je vais bien répondre à votre question, Hubert. Mais vous avez donc des données collectées en temps réel. Vous allez voir, il y a un tableau de bord, c'est temps réel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur mon site? Et pour avoir des données exactes, il faut attendre 24 heures. Lorsque vous installez GA4 ou lorsque vous faites la migration, vous devez attendre de 24 heures à 48 heures le temps que les données soient collectées. Même si souvent, j'ai fait l'installation de GA4 ou la migration, il y avait des données collectées automatiquement dès la première heure. Comment, ouais, comment sur un compte, dans tous les comptes, j'ai beau faire Corbeil, je les vois toujours. Alors ça, je vais laisser Jules y répondre par rapport à la suppression de compte. Bonjour, le Tag Manager peut-il être installé, peu importe le navigateur, Firefox, Chrome? Alors oui, Tag Manager, c'est pas une extension, c'est pas un plugin sur votre navigateur, c'est vraiment une balise qui est installée sur votre site. À ne pas confondre avec le Tag Assistant, pour ceux qui connaissent. Alors, apparemment, personne n'utilise le chat. Je ne sais pas si c'est parce que ça ne marche toujours pas ou si c'est parce que vous ne l'utilisez pas. Mais pour nous le montrer, vous pouvez envoyer un petit mot, pas avec QNR, mais avec le bouton discuter. Dans votre barre d'écran, vous avez un bouton discuter ou converser. Donc, si on voit toujours rien, c'est que ça ne marche pas. J'en suis désolé. Je suis en train de continuer à chercher la solution. Voilà, sinon, c'est dans les 3 petits points. Et Aurore qui demande comment savoir d'où proviennent les conversions. C'est une excellente question. Et là, on va le voir dans les tableaux de bord qui existent. On va le voir tout de suite. Donc, premièrement, vous avez votre interface GA4. On a vu tout à l'heure tout ce qui est en bas à gauche, l'administration. Donc là, c'est plutôt les paramètres. Les paramètres qui vont vous intéresser, c'est peut-être lié à Google Ads, lié à Search Console, par exemple. C'est ici que vous retrouverez l'assistant de configuration et l'idée de mesure, qui est dans flux de données. Dans administration, vous pourrez également gérer les accès au compte. Vous donnez accès à votre webmaster, à votre associé. Eh bien, ça se passe juste ici, gestion des accès au compte. Ce qui peut intéresser certains d'entre vous, c'est d'exclure vos propres interactions du site pour éviter de penser que c'est des clients qui ont fait des interactions alors que c'est vous qui avez fait des tests. Et là, ça passe par paramètres des données et filtre de données, où là, vous pourrez filtrer votre adresse IP, etc. pour éviter de penser qu'il y a eu un ajout au panier alors que c'était un de vos employés qui a fait un test. Donc, une fois que vous savez ça, on va voir les différentes interfaces. Donc, la première, c'est l'accueil. C'est un tableau de bord qui résume un peu les informations qui vous intéressent, vous. Alors là, vous pourrez le personnaliser. Donc voilà, c'est l'accueil. Au-delà de l'accueil, ce que les dirigeants vont souvent regarder, c'est dans rapport, temps réel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur mon site? Actuellement, je suis sur le site démo de Google, du Google Merchandise Store, où je peux voir qu'il y a 43 utilisateurs par minute. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le globe, les interactions, les pages, etc. Donc là, c'est un peu une vision d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Sachez que temps réel fait partie de l'onglet rapport et c'est l'onglet rapport que vous allez le plus utiliser. Tous les autres onglets sont beaucoup moins importants. Donc dans rapport, on a vu qu'il y avait temps réel. Instantané rapport, c'est également un résumé de ce qui vous intéresse vous. Mais ce qui va vous intéresser vous, c'est le parcours de vos internautes, de vos prospects. Et là, ça va passer par le cycle de vie. Et vous aurez ces 3 onglets qui permettront de voir l'acquisition, l'engagement, la monétisation et la
fidélisation. Premièrement, acquisition. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'où provient mon trafic? Quelle est la quantité du trafic qui vient sur mon site? Ah, parfait. Je vois que le chat fonctionne. Nickel. Merci Frédéric. Donc, mettez-nous un petit OK dans le chat. Je vois que vous nous mettez vos premiers messages. Parfait. Je me permets de t'interrompre, Alex, et puis ça laisse le temps à tout le monde de voilà, dire OK dans le chat, c'est parfait. Il y a un peu une préoccupation sur comment reprendre les bases de la découverte de l'outil. Est-ce que pour rassurer aussi les personnes qui sont avec nous, tu peux d'ores et déjà montrer l'accès à Skillshop de la formation initiale? Ah, d'accord. Comme ça, voilà, on peut montrer à tout le monde que dans le besoin, la formation est proposée ouvertement par Google sur le site Skillshop pour reprendre les bases sur l'outil. C'est une formation libre d'accès hein, qui est plutôt introductive et qui vous permettra de compléter eh bien, vos acquis sur l'outil depuis le début. Je vous partage la situation Google Analytics, donc pour débutants et pour intermédiaires, on va dire, qui est la suivante. Donc, si besoin, il y a également notre présentation de niveau 1, notre chaîne YouTube également, pour ceux qui sont vraiment débutants. Merci pour cette remarque, Julia. Voyons voir. Aline, oui, alors Analytics est installé sur tout votre site. Mais vous pouvez également choisir de le mettre que sur une seule page ou l'activer sur certaines pages. Mais Analytics analyse tout votre site, toutes les pages de votre site. Donc, rappelez-vous, l'interface rapport, celle que vous allez plus consulter, c'est les comportements que vous allez analyser. La première interface, c'est acquisition. Combien de personnes viennent sur mon site? D'où proviennent-elles? Est-ce qu'elles proviennent de YouTube, de LinkedIn, d'Instagram? Vous allez pouvoir voir ça dans l'onglet acquisition. Vous voyez, moi, c'est des termes en anglais. Et vous allez pouvoir voir, est-ce que le trafic et les personnes qui viennent sur mon site proviennent plutôt des résultats de recherche Google ou plutôt ils viennent en direct avec notre nom de domaine, ou est-ce que c'est via la publicité? Ça peut être via de la publicité display, ça peut être également via l'emailing, via les réseaux sociaux. C'est là où vous allez pouvoir voir d'où provient mon trafic. Vous allez même pouvoir voir le détail. OK, mon trafic provient des réseaux sociaux, mais de quel réseau social est-ce qu'il provient? Est-ce que c'est Facebook, Pinterest, Instagram? C'est là que vous allez pouvoir voir, dans l'onglet acquisition. Alors, Wilfried, votre version sera en français. Hein. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais. Peut-être c'est à cause de mon... Voyons voir. Non, je ne sais pas. C'est mon navigateur qui met automatiquement en anglais. Est-ce que c'est pas parce que c'est le compte de démonstration qui est disponible qu'en anglais? Alors, je sais que si vous regardez là, vous avez les colonnes qui sont bien en français, les termes, mais ce qui est les sources de trafic sont en anglais. Alors, pourquoi je ne saurais pas expliquer. Et vous voyez que là, c'est bizarre. Donc, à voir pourquoi. Et vous aurez, vous, en français. Donc ça, c'est l'acquisition pour savoir ok, combien de personnes viennent sur mon site et d'où proviennent-elles. Une fois que vous avez cette information, vous êtes content. Ok, 1000 personnes viennent sur mon site, 100 personnes. S'il n'y a pas assez de personnes, vous savez que là, les efforts sont sur votre communication, sur le marketing. Le problème ne vient pas forcément du site, mais plus de votre communication. Est-ce que vous avez assez de visibilité? Une fois que vous avez cette information, vous savez combien de personnes viennent sur votre site, vous pouvez maintenant analyser l'onglet engagement. Engagement vous permettra de comprendre, OK, je sais que 100 personnes viennent sur mon site tous les mois, mais maintenant comment se comportent-elles? Quelle page consulte-t-elle? Combien de temps reste-t-elle?
quelles interactions est-ce qu'elles effectuent sur mon site. Ça, c'est dans l'onglet « Engagement », le deuxième onglet du cycle de vie. Donc, vous avez par exemple la durée d'engagement moyenne, vous avez le nombre d'événements qui sont déclenchés, les gens qui ont fait des clics, des ajouts au panier, etc. Et dans l'engagement, on va différencier deux termes, les événements et les conversions. Je vais peut-être un peu zoomer. Hop. Les événements, c'est toutes les interactions que vous suivez. Ça peut être les ajouts au panier, ça peut être les clics sur un produit, ça peut être le temps passé sur une page. Quels événements est-ce que vous voulez connaître? Quels événements vous voulez comptabiliser sur votre site? Oui, on a des exemples, alors ça en anglais. Première visite, début de session, une page vue. Tout ça, ce sont des événements, des interactions. Mais lorsqu'une de ces interactions est très importante pour vous, lorsqu'une de ces interactions est un objectif, admettons un achat, ou une réservation d'une nuitée, par exemple, dans vos cas, eh bien là, vous allez vouloir activer ces événements comme des conversions. En disant Google, cet événement, ce n'est pas un événement comme un autre, c'est vraiment un objectif que je recherche. C'est vraiment une conversion, une action que je veux que fasse mon internaute. Un achat, une demande de devis, une prise de rendez-vous, une réservation, peu importe. C'est là les conversions, les objectifs principaux, souvent les objectifs que vous recherchez dans votre parcours, dans le parcours de l'internaute. Donc, vous voyez, dans le cas de Google, ils ont mis comme conversion les premières visites, ce qui est surprenant. Mais ce qui est plus logique, c'est les conversions de type ajout des informations de paiement. Lorsqu'une personne fait ça, c'est quelque chose que recherche vraiment le site, l'entrepreneur derrière. Paiement débuté. Un achat, bien sûr, un achat, c'est toujours une conversion importante pour l'entreprise. Voilà la différence événement-conversion. Et ça, c'est l'onglet engagement. Est-ce qu'il y avait des questions sur cet aspect d'engagement? Des interactions, des événements qui se déroulent sur votre site? Si c'est OK pour vous, mettez un petit OK dans le chat et on arrive sur les autres onglets. OK du côté d'Aurélie, du côté Katia, parfait. Aline, Marie, nickel. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Donc, vous avez l'onglet pour analyser vos efforts marketing. Est-ce qu'ils payent? Est-ce qu'il y a assez de visibilité, de trafic sur votre site? Et d'où est-ce qu'ils proviennent? Est-ce que vous devez plus vous concentrer sur Pinterest ou Snapchat? Et l'onglet engagement, c'est OK, j'ai ce trafic, maintenant, comment se comporte-t-il? Parce que vous devez comprendre une chose, c'est que si vous avez 1000 visiteurs qui viennent de Facebook, eh bien, en termes d'engagement, il peut y avoir qu'un seul achat. Alors que si vous avez 100 visiteurs de Instagram, admettons, il peut également avoir 10 achats. Donc, c'est en ça où acquisition vous permettra d'analyser l'aspect quantitatif, les visiteurs qui vont venir, mais ce sera dans l'engagement où on va voir la qualité de ces visiteurs. Vaut mieux avoir 100 visiteurs et 10 achats que 1000 visiteurs et un seul achat. Donc là, vous allez pouvoir analyser la qualité des audiences que vous ciblez et aussi et surtout la qualité de votre site. Si vous vous rendez compte qu'il ne passe pas assez de temps, peut-être qu'il n'y a pas assez de contenu sur votre site. Vous allez également pouvoir voir sur quelle page, sur quelle URL, sur quelle page de votre site est-ce qu'il passe le plus de temps? Est-ce qu'il y a le plus de visibilité? Voilà à quoi sert l'onglet engagement. Ces événements dont on a parlé depuis le début, donc il y a des événements qui sont automatiquement collectés, il y a des événements que vous allez devoir paramétrer ou activer. Et là, ça passe par l'onglet « Configurer » qui est juste ici. Parce que si vous ne configurez pas, paramétrez pas ou n'activez pas des événements, il n'y aura que les événements lambda et les pages analysées, on va dire. Dans « Configurer »,
vous allez donc avoir des événements automatiquement collectés par Google et d'autres événements que vous pouvez créer juste ici. Alors, si vous êtes nombreux à vouloir savoir comment les créer, je pense que c'est un point technique et ça demandera plutôt un coaching individuel ou une autre conférence. Je pense que la majorité d'entre vous, c'est plutôt une vue d'ensemble. Mais si vous êtes intéressé, on pourra avoir un poil plus en détail si on a le temps. Donc, vous pouvez créer un événement ici. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est plutôt créer un événement via Tag Manager. On va le voir après. Tag Manager, c'est l'outil qu'on a vu tout à l'heure. Une fois que vous avez un événement qui est créé, il suffit, si vous voulez que cet événement soit une conversion, admettons un achat, c'est une conversion, il suffit juste là de marquer comme conversion, de cliquer, d'activer. Et lorsque vous l'aurez activé, ce sera une conversion. Ça, c'est dans Configurer. Donc voilà, Aurore, on passe soit par Analytics, mais dans l'idéal par Tag Manager pour créer ces événements. Ils n'ont pas besoin d'URL. Hop, je reviens sur rapport. On a vu acquisition, on a vu engagement, monétisation qui est à mon sens un peu moins intéressant, c'est voir le retour sur investissement des clics, des interactions. C'est-à-dire si vous attribuez une valeur monétaire à, admettons, un ajout au panier ou un achat, eh bien, vous pourrez voir, on va dire, la comptabilité financière de ces actions. Voilà, j'ai pu générer 100 000 € de chiffre d'affaires parce que Google a pu analyser qu'il y a eu tant d'achats, tant d'ajouts au panier, admettons, donc tant de demandes de devis. Si vous avez attribué une valeur de 10 € lorsqu'une personne prend rendez-vous ou demande un devis, ça va également être pris en compte. C'est également l'onglet qui vous permettra de voir si vous avez de la publicité sur votre site. Admettons que vous êtes blogueur et que vous avez des bannières sur votre site, de voir combien ça vous a rapporté. Mais je pense que ça ne vous intéressera pas, ce n'est pas pertinent dans votre cas de figure. Et fidélisation, qui est savoir est-ce qu'il y a des internautes qui sont récurrents, est-ce qu'ils sont connus, combien de temps ils passent, au bout de combien de jours ils reviennent. Là, c'est plus lié à la fidélisation des internautes. Ça, c'est le cycle de vie de l'internaute. Katia pose une question, comment distinguer Facebook et Instagram en termes de vues? Eh bien, là, rappelez-vous, c'est dans Acquisition. Et vous allez pouvoir, juste ici, choisir en fonction des sources. Alors, est-ce que c'est la méthode la plus pertinente? À partir des différentes sources de trafic, vous pourrez avoir le détail juste ici. Hop, si je fais source de la session, là, on a le détail de la source de la session. Newsletter, Baidu, ce qui est étonnant, etc. Pour répondre à la question de Katia qui demandait comment distinguer les différents réseaux je sociaux. je pense que de façon naturelle, il est possible que le site démonstration Google Merchandise Store n'ait pas de Facebook ni d'Instagram. C'est bien pour ça qu'on n'ait pas de trafic social naturel qui remonte, en tout cas concernant Instagram et Facebook d'ailleurs. Mais si c'est votre cas, vous aurez en fait la différence entre social ads pour la publicité ou juste social. Et lorsque vous cliquez dessus, vous aurez le détail Facebook, Instagram, Snapchat et autres. Alors, on a le détail sur UA lorsqu'on clique dessus, mais sur JA, il faut cliquer au-dessus pour avoir le détail des sources, à part si c'est quelque chose à activer. Mais vous voyez, par exemple, là, on voit YouTube, on voit Yandex, Skype, voilà, toutes les sources de trafic possibles. Comment les différencier et pas seulement avoir les catégories. Avec plaisir, Katia. Hop, on a vu acquisition, engagement, monétisation, fidélisation. Ça, c'est le quoi. Comment se comporte l'internaute. Mais vous pouvez aussi avoir des questions concernant le qui. Qui est cet internaute?
pour adapter vos communications à celui-ci. Et là, c'est tout simplement, dans l'utilisateur, vous avez les données démographiques. Hop. Donc, ça va être la position géographique. Ça va être, si c'est possible, la ville, les intérêts, le sexe, l'âge, dans certains cas. Là, c'est des informations sur le qui. Qui est l'internaute? Donc là, on peut voir États-Unis, Inde, Canada. La langue également. Lié au qui, c'est également quelle technologie il utilise. Est-ce que c'est plus ordinateur ou portable? Est-ce que c'est Apple ou Samsung, Chrome ou Safari? Et là, c'est dans technologie. Je ne pense pas que ce soit forcément très activable ou utilisable dans vos cas de figure, mais si vous vous posez cette question, est-ce qu'ils viennent plus sur ordinateur ou portable? Eh bien, vous aurez la réponse juste ici. Si vous voulez vous demander, est-ce que mes clients proviennent plus de la région parisienne ou lyonnaise, eh bien, vous aurez votre réponse dans données démographiques. Et on a pu voir toute l'interface rapport, c'est l'interface que vous allez le plus utiliser. Le reste sera vraiment marginal, que ce soit explorer ou publicité qu'on va voir, ça sera vraiment marginal. Est-ce qu'il y avait des questions concernant explorer, concernant ces rapports? Ou est-ce que tout est clair, tout est OK? Dites-le nous dans le chat et on avance, on continue. Et j'en profite pour boire un peu. OK, nickel, super, je vous remercie. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, on a vu l'accueil complexe, mais OK, en effet, François, hein, c'est un sujet assez costaud. Hein. Google Analytics, ce sont nos présentations les plus techniques. Et on essaie vraiment de les rendre les plus, d'enlever le jargon, de les rendre les plus digestes possibles, mais c'est vrai que c'est un sujet très complexe. Vous avez l'onglet rapport et vous avez deux autres onglets qu'on va voir, c'est explorer et publicité. Explorer vous permettra de rentrer encore plus dans le détail. Là, vous pourrez faire vos propres graphiques, vos propres tableaux de bord. Donc, je ne pense pas qu'on en soit à ce stade, mais si demain, vous voulez avoir plus de détails sur, je dis n'importe quoi, l'âge des personnes qui viennent de Facebook, qui vont sur une page spécifique, qu'est-ce qu'ils achètent? Eh bien, ça sera dans Explorer. Vous pouvez faire vos propres graphiques, vos propres tableaux. On a un exemple dans la présentation, c'est si vous voulez faire un entonnoir de vente, voir la déperdition à chaque étape du parcours client, eh bien, vous pouvez le faire dans Explorer. Voilà un exemple d'entonnoir, par exemple. Vous avez des visiteurs, une session, et il y a eu presque 9% de ces visiteurs qui ont fait un ajout au panier. Et de ces 9%, eh bien 26%, c'est-à-dire 2%, ont acheté. Donc, vous avez un taux de conversion de 2%, vous avez un entonnoir. Voilà, ça, c'est faisable et c'est possible via l'onglet « Explorer », qui n'est pas primordial ou prioritaire, je pense, dans la majorité de vos cas. Et ensuite, publicité. Et publicité, à vrai dire, c'est un peu comme l'onglet acquisition. Sauf que là, c'est plus détaillé sur les canaux publicitaires, sur les chemins de conversion. Alors, je ne vous invite pas à consulter ce tableau de bord. Basez-vous sur acquisition pour comprendre d'où vient le trafic, même si vous faites de la publicité. Là, ce serait un peu vous avoir plus de données que nécessaire. Le chemin de conversion, qui était beaucoup plus pertinent et efficace avec UA et les anciennes versions, vous permettait de voir les différents points de contact de l'internaute. Est-ce qu'il a vu 2 fois une publicité Facebook et ensuite a cliqué sur les résultats de recherche Google? Et vous savez que la majorité des internautes qui ont fait ça ont acheté. Vous pourrez voir les différents parcours types de vos prospects. Et ça, c'est intéressant, mais c'est beaucoup moins efficace de nos jours, lié au suivi des données, etc. Donc, plutôt basez-vous sur l'onglet acquisition dans le rapport. OK? Et bien sûr, l'onglet configurer qu'on a vu tout à l'heure. On a vu événements, conversion, et il y a d'autres nouveautés avec GA4.
les nouveautés sont les suivantes. C'est que vous avez la possibilité de créer des audiences. C'est-à-dire demander à Google Analytics, d'accord, comptabilise-moi, regroupe-moi ce type de personnes pour que je puisse avoir le nombre et pour que je puisse adapter certaines choses par rapport à cette audience. Si vous voulez connaître, si vous voulez regrouper, admettons, toutes les personnes qui ont passé plus de 2 minutes sur votre site, eh bien, vous allez pouvoir créer une audience. Si vous voulez créer une audience de personnes qui ont fait un ajout au panier, eh bien, vous pouvez la créer juste ici. Certaines audiences seront automatiquement créées par Google. Et là, ça vous permettra, vous, de communiquer des messages spécifiques vers cette audience. Ça vous permettra également d'analyser le comportement spécifique de cette audience. Si vous voulez voir en moyenne combien de temps passent les personnes qui ont fait un ajout au panier, eh bien, vous pourrez le voir comme ça, facilement. En regroupant des personnes en fonction d'un comportement qu'elles ont fait sur votre site. Ce n'est pas quelque chose qui est utilisé, qui va être énormément utilisé. C'est vrai que si vous voulez aller un poil plus dans la technique, un peu plus être spécifique par rapport à votre audience, à vos efforts en marketing, en communication, c'est un excellent onglet. Créer une audience. Oui, un exemple, l'audience des ajouts au panier, 7000 personnes sur les 28 derniers jours. Il y a également les définitions personnalisées. Alors, définitions personnalisées, vous n'allez pas les utiliser, je pense. Mais si jamais certains d'entre vous avaient des différents niveaux de comptes, admettons, des comptes premium, des comptes non premium, des comptes clients différents, eh bien c'est là où vous pourrez indiquer à Google, voilà différents types de comptes. Voilà différents types de coupons de réduction. Ça, ce sont en fait des caractéristiques, des dimensions personnalisées pour dire à Google, je veux identifier ces personnes différemment. Je prends un exemple. Vous voulez créer une audience, vous êtes Netflix. Vous voulez créer une audience, les personnes qui ont un abonnement premium et les personnes qui ont un abonnement standard. Eh bien, pour créer l'audience, il va falloir expliquer à Google, OK Google, voilà, en dimension personnalisée, j'ai des audiences standards et des audiences premium. Ça, Google ne peut pas le deviner. Dans votre cas, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être un code promo. Expliquer à Google, j'ai ce code promo et ce code promo, je t'explique, voilà, c'est une dimension personnalisée. Et à l'avenir, j'aimerais un peu voir comment se comportent les personnes qui ont mis ce code promo et les personnes qui ont mis ce code promo. Dites-moi si c'est clair de votre côté. C'est technique, je ne pense pas que vous allez l'utiliser, mais c'est bon à savoir à l'avenir. Et enfin, la debug view ou débogage. Là, c'est pour voir un peu le parcours de l'utilisateur en temps réel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sera surtout utile pour vérifier que tous les événements se déclenchent bien. Mais voilà, ne vous inquiétez pas de la debug view. C'est le dada des développeurs et des personnes qui aiment la technique. Mais vous, en tant que chef d'entreprise, vous n'allez pas mettre de votre temps sur la debug view. Ce qui clôture notre petite visite de Google Analytics, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'interface d'Analytics? Moi, j'avais des recommandations à vous donner, des conseils. Plutôt en termes d'analyse. Parce que rappelez-vous, ce n'est qu'un outil d'analyse. Derrière, l'analyste, ce sera vous. Rappelez-vous d'une chose primordiale quand vous analysez ces données. On va prendre, admettons, engagement. Je veux savoir comment les personnes se comportent. Allez, les conversions. Vous allez toujours faire attention à l'intervalle que vous choisissez pour analyser vos données. Vous voyez, par exemple, là, c'est les 28 derniers jours. En cliquant en haut à droite,
vous pouvez choisir une autre intervalle. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas se précipiter dans la prise de décision. Vous voulez prendre des décisions sur une intervalle assez longue et non pas avoir une décision hâtive seulement sur 2 jours d'interaction. Admettons, au bout de 2 jours, vous n'avez pas de vente, vous arrêtez tout, vous dites « Ah, mon site ne marche pas, rien ne marche ». Vous voulez avoir une vision plus sur 2 semaines à 2 mois. Et je vous donne une intervalle de temps, mais ce n'est même pas ça le point crucial. Le point crucial, je dirais, c'est plutôt le volume d'interaction, le nombre d'interactions. Vous n'allez pas prendre des décisions si vous n'avez eu que 2 visiteurs. Demain, ne me dites pas « Oh, Alexandre, j'ai eu 2 visiteurs, aucun n'a acheté, j'abandonne tout ». Vous comprenez que ce n'est pas statistiquement significatif. Vous voulez avoir plus d'interactions pour prendre une décision. Alors, combien d'interactions, combien de personnes pour prendre une décision? Alors, je vous ai donné la fourchette temporelle de 2 semaines à 2 mois. Généralement, le minimum syndical, c'est… alors, ça va dépendre des activités. Si vous avez une activité avec des paniers moyens très élevés, admettons, c'est des services à 10 000 € ou que sais-je. Là, le minimum syndical, ce sera 30 personnes. Vous voulez prendre une décision à partir de 30 personnes. Par contre, si c'est des prises de rendez-vous, des produits avec un panier moyen aux alentours de 30-50 € ou des nuitées en tant qu'hébergeur, eh bien là, je dirais que ce sera le minimum syndical, c'est 100 personnes. Et dans l'idéal, vous voulez en avoir peut-être 200, 300, 500. Ça va dépendre de votre activité, de votre secteur. Pour avoir quelque chose de statistiquement significatif. Je vois qu'il y a quelques questions. Hop. Oui, effectivement, on a la question de Juliette Ouais. qui nous demande comment faire remonter le rapport de la Search Console, à savoir un rapport qui fait remonter les requêtes posées par les utilisateurs donc sur Google et pour lesquelles votre site a été visible. Donc, c'est une très bonne question parce que ce n'est pas un rapport qui remonte tout seul. À savoir, il y a un peu 2 étapes. Première étape, l'association entre votre Search Console et le compte GA4, tel qu'on le voit là à l'écran, dans la rubrique association de produits. Donc, tout d'abord, vous devez associer les 2 comptes, mais ça ne suffit pas. Une fois que c'est associé, pour que le rapport soit disponible naturellement dans vos rapports, il faut l'ajouter avec la bibliothèque de rapports. Donc, il y a 2 étapes. Tout d'abord, associer la Search Console au compte Google Analytics 4. Puis, si tu te mets dans rapport, juste notez-le aujourd'hui et puis vous le ferez à tête reposée. Mais quand vous êtes dans rapport, en bas, tu vois le petit volet, voilà, ouvrir, que tu peux ouvrir. Alors non, plus bas, est-ce que tu peux descendre encore pour voir bibliothèque normalement? Ah, parce que Non, c'est le compte de démonstration. Ok. c'est possible. Ouais. Donc, sachez que dans votre compte, si tu peux mettre la souris tout en bas voilà, des rapports, vers ici, vers là en bas, normalement, vous aurez bibliothèque. En cliquant sur bibliothèque, vous allez pouvoir, dans la barre de recherche, taper Search Console et alors ajouter le rapport Search Console à la liste de rapports et ça viendra entre, là, on voit la rubrique Life Cycle où on retrouve acquisition, engagement, monétisation, puis après on voit utilisateur. Et bien entre les deux, il y aura ce nouveau rapport Search Console que vous aurez ajouté grâce à la bibliothèque. Merci Julia. Est-ce que oui, vous pourriez respécifier votre question par rapport à l'hébergeur, s'il vous plaît? Hop, alors je vais essayer de voir s'il y a l'exemple dont parlait Julia. Non, bon, tant pis. On va retourner sur GA4. Alors, d'accord. Alors oui, mais c'était par rapport à quel aspect? Par rapport à un rapport ou ce dont on parlait dans audience, définition, conversion, événement? Alors, J'ai je pas te l'info. coupe, Alex. Ouais. Finalement, c'est dans configurer. Je viens de voir qu'il y a bibliothèque. Effectivement, c'est pas dans rapport, c'est d'abord, avant tout, dans configurer. Donc Je- voilà, je- c'est ça. Ok.
Je- Ok. Et là, enfin, je sais pas, mais je viens de voir là en fait bibliothèque. Je pense que ce sera plutôt assez intuitif lorsque vous connecterez à la Search Console. Ah Ça vous voilà, là expliquera, en mais bas. ah ouais, parfait. Voilà. Voilà. Intéressant. Je sais pas pourquoi ça n'était pas tout à l'heure. Je sais pas. Bizarre. Bon. Ouais, alors, je sais pas si Julia, si tu as eu la question en entier de Wim, mais si, est-ce que vous pouvez la reclarifier et ce sera un plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, non, ok. Hop, alors je vais revenir sur la présentation. Je vous avais parlé de l'entonnoir qu'on peut créer dans Explorer. Si ça vous intéresse, là, on va rapidement parler des fonctionnalités avancées de GA4, plutôt des nouveautés, on va dire. Ce sera assez rapide. Donc, si vous êtes plutôt intéressé par l'entonnoir, comment le créer via Explorer, eh bien, dites-le moi. Sinon, si vous êtes plutôt intéressé par la création d'événements avec Tag Manager, eh bien, dites-le moi. On essaie de voir qu'est-ce qui revient le plus et on le fait ensemble. Tag Manager du côté de Marie. Tag Manager du côté de Aurore également. Ah ben, on croit que Tag Manager a du succès. Très bien, super. Donc, Tag Manager, pour y accéder, il suffit de rechercher Google Tag Manager, c'est très simple. Et là, vous aurez cette interface. En partant du principe que vous avez installé Tag Manager. Alors, il s'installe, on va dire, comme Analytics, soit avec votre CMS, soit avec du code dur. Et Tag Manager vous permettra de mettre toutes vos balises dans ce Tag Manager, dans cette boîte à balises, mais il vous permettra également de créer ces fameux événements dont on parlait. Alors là, je vous donne un exemple. Je n'ai pas un exemple dans l'hôtellerie. Un exemple, c'est un restaurant japonais. Vous savez, moi, j'adore la nourriture japonaise. J'espère que je ne suis pas le seul. Et ce restaurant japonais voulait savoir sur son site les personnes qui cliquent sur certains produits, les personnes qui cliquent sur appeler. Eh bien, ça passe par balises. C'est là où vous allez installer toutes ces balises. Vous voyez, il y a différentes balises. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est cet événement. C'est click number. Juste ici. Cette balise a été créée pour pouvoir suivre les événements clic sur un numéro de téléphone. Dans votre cas, ça pourrait être par exemple le clic sur contacter par email, ça pourrait être un envoi de formulaire. Un événement, ce n'est pas que des interactions, ça peut être aussi le temps passé. Et comment ça se configure? Eh bien, il vous suffit de cliquer sur Nouvelle. Lorsque vous aurez cliqué sur Nouvelle, vous aurez cette interface. Pour choisir le type de balise à créer, et juste en dessous, qu'est-ce qui déclenche l'événement? Et ce sera souvent le point le plus important. Dans votre cas, il faudra sélectionner événement GA4. À noter que pour que ce soit possible, il faut avant que vous installiez configuration GA4. Donc, ce dont on a vu tout à l'heure, c'est pourquoi il est intéressant d'installer GA4 via Tag Manager. Donc, une fois que c'est fait, il vous suffit de mettre événement GA4. Vous avez ça qui vient d'apparaître. Vous choisissez, ça concerne quel outil Google Analytics. Donc, c'est la configuration GA4 que vous avez déjà installée. Et là, vous donnez un nom à l'événement. Bon, click number. Une fois que c'est fait, Je t'interromps, pardon. oui, Julia, Ici, tu veux vous dire quelque pouvez chose? donc, pour nom de l'événement, vous pouvez vous inspirer de la liste des événements recommandés. Donc, d'avancer en fait avec le support Google, qui fait la liste des événements recommandés qui peuvent vous inspirer et vous dire, OK, je souhaite configurer tel événement. Après, ça reste technique, ça reste quelque chose où pour vous, vous pouvez
vous concentrer sur qu'est-ce que vous voulez analyser et finalement déléguer la tâche de configuration à un expert ou alors le faire en coaching. Mais voilà, ça demande une certaine pratique, mais le C'est plus ça. important, c'est de savoir où on va, qu'est-ce que vous voulez configurer, qu'est-ce qui est important pour vous. Bon, ce que je voulais vous partager, c'est que dans la dénomination de l'événement, Google recommande certaines dénominations. Et vous pouvez le voir juste ici, avec le petit point d'interrogation. Cliquez sur « En savoir plus », vous avez les différents noms, souvent des termes anglais. Mais vous pouvez nommer votre événement comme vous le souhaitez. Une fois que ça c'est fait, on a fait le plus simple. Et en fait, il faudra maintenant donner le déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche cet événement? Si c'est un click number, hop, vous pouvez mettre clic numéro, peu importe. Là, en cliquant sur déclenchement, vous allez, alors là, vous n'aurez pas tout ça. Vous n'aurez que quelques-uns. Vous aurez eu la configuration du déclencheur à paramétrer. Donc là, en fait, c'est choisir quelle interaction déclenche l'événement. Et là, vous voyez, vous avez plusieurs types d'interactions. Seulement une page vue. Admettons, si vous voulez seulement comptabiliser le nombre de pages vues, ça peut être ça. Ça peut être des clics. Donc là, ce sera notre cas. Si c'est un clic numéro de téléphone, ce sera un clic, le déclencheur. Mais ça peut être l'envoi de formulaire, des vidéos vues, le temps passé. Tout ça, ce sont des déclencheurs. Et là, nous, ce sera clic. Donc voilà comment ça se passe. Et là, vous choisirez est-ce que c'est tous les clics ou certains clics. Nous, ce sera certains clics seulement. Ce n'est pas tous les clics sur le site. C'est les clics seulement sur le numéro de téléphone. Hop, j'enlève tout ça. Et ça ressemblera à quoi? Eh bien, une fois que vous l'aurez fait, ça ressemblera à ça. Donc, la plupart, si je peux me permettre de compléter, la plupart du temps, ce qui va faire la preuve que votre événement eh bien, a été fait, a été réalisé par l'utilisateur, c'est soit un clic, soit une page vue. Page vue, c'est dans le sens, par exemple, l'utilisateur fait un achat ou fait une réservation, il y a une page unique qui arrive, par exemple, qui confirme la bonne réservation ou qui confirme, qui dit merci pour votre achat ou autre. Une page qui va apparaître seulement si il y a bien eu réservation ou il y a bien eu achat. Et alors, le déclenchement, c'est la page visible, la page vue. Cette page dédiée qui n'arrive que lorsque l'achat ou la réservation est réalisée. Donc, si votre site a été fait de cette façon-là, où il y a une page qui se charge après ce genre d'interaction, c'est un peu une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir identifier que le déclencheur, c'est cette page vue. Sinon, comme dans l'exemple d'Alexandre, on est dans un exemple de clic. C'est au moment du clic que finalement, on considère que l'événement est réalisé. Merci Julia. Valentine, vous ne pouvez pas utiliser Tag Manager via Analytics, mais les deux sont bien liés. C'est-à-dire tous ces événements qu'on crée, qu'on paramètre sur Tag Manager, après, vous les retrouverez, ils remonteront, vous savez, dans Analytics. Vous pourrez les voir dans Événements. Ils remonteront dans vos rapports. Rappelez-vous que c'est bien lié. Mais pour utiliser Tag Manager et faire la méthode dont on parle là, c'est via Tag Manager. Toujours pour continuer ce click number, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, le déclencheur, comment je l'ai paramétré? Eh bien, lorsque vous allez choisir un déclencheur, tout à l'heure, vous avez vu, il y avait tous les clics ou certains clics. Eh bien, là, ça se corse un peu. C'est que vous allez devoir trouver l'élément unique propre à ce déclencheur. Et c'est là où ça peut être un peu plus technique. Dans mon cas, la méthode la plus simple, c'est tout simplement dire je veux comptabiliser tous les clics lorsque le texte du clic comprend le numéro de téléphone. Mais vous allez voir qu'il y a différents éléments. Admettons, il y a le code CSS, il y a le click ID. Tous ces éléments sont des caractéristiques propres à une interaction.
Et ça, on ne va pas en parler, on ne va pas vous dire comment les trouver. Ça va être un peu via le code, via ce qu'on appelle le data layer. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à prendre un coaching individuel. Mais c'est comme ça que vous réussissez à dire le déclencheur, c'est cette interaction sur cette interaction spécifique. Une fois que c'est fait, elle est créée. Mais une question que vous pouvez vous demander, c'est Alexandre, comment je peux être sûr que je l'ai bien créé, qu'elle fonctionne bien cet événement? Eh bien, c'est là où vous allez devoir, avant de cliquer sur envoyer pour sauvegarder, on va dire, vous allez cliquer sur prévisualiser. Et prévisualiser vous permettra de tester qu'est-ce qui remonte comme événement. Et je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc, en cliquant sur prévisualiser, ça va ouvrir deux fenêtres. Une sorte de fenêtre démo où vous allez parcourir sur votre site et faire l'interaction qui vous intéresse. Et lorsque vous allez la faire, eh bien, vous pourrez voir dans Tag Assistant si l'interaction a bien été déclenchée ou non. Dites-moi si c'est clair. Hop, j'ai fait continuer. Ça charge, ça mouline. Et là, je suis sur le fameux site de Yume, le restaurant japonais que j'adore. Et je vais tester l'événement qu'on a créé ensemble. Est-ce que lorsque je clique sur un numéro de téléphone, est-ce que dans l'onglet qui est ouvert en arrière-plan, je vous en prie François, à très vite, le replay sera disponible pour voir la suite. Ravi d'avoir que vous soyez avec nous. Donc tout à l'heure, j'étais dans cette interface, j'ai cliqué sur continuer. Bonne fin de journée. Ça m'a ouvert mon site. Dans votre cas, ce sera votre site. Et derrière, ça montre ce qui se déclenche. Ouais, juste ici. Alors, ce sera toujours en anglais, il me semble. Tag fired, c'est ce qui s'est déclenché comme événement. Donc là, ce ne sont pas des événements, ce sont des outils d'analyse. Donc là, j'ai pu voir que mon outil Analytics fonctionne bien. En effet, là, c'est vraiment, on rentre dans le saint des saints. C'est vraiment la technique pure de Tag Manager pour faire des événements. Si, bien sûr, vous avez besoin de faire des événements personnalisés. Si vous voulez juste analyser le temps passé, les visiteurs, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Et là, j'ai paramétré cet événement de clic sur un numéro. Donc, pour vérifier qu'il va bien se déclencher, tag fired, vous voyez, tout ce qui est en bas, c'est ce qui ne s'est pas déclenché. Eh bien, on va aller tester. Je vais chercher le numéro de téléphone, qui est là, dans notre cas, tout en bas, juste ici, et je vais cliquer. Et on peut voir, dans les éléments fired déclenchés, que click number s'est bien déclenché. Vous le voyez juste ici. Click number. Bonne journée Didier, à très vite. Voilà comment créer un événement via Tag Manager, le vérifier et le charger. 24 heures à 48 heures après, ces événements que vous venez de créer apparaîtront dans vos événements configurés et dans Engagement. C'est costaud, c'est technique, mais est-ce que vous avez compris les grandes lignes? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'on peut arriver sur la fin? On arrive sur la fin, sur les fonctionnalités avancées, les nouveautés de GA4. Là, ce sera vraiment... Alors, Wim qui nous dit non, OK. Dites-nous, Wim. On verra, nous dit Fabienne. En effet, c'est assez complexe. C'est en ça où Julia a raison. Là, ce sera plus un coaching individuel. Pour qu'on le fasse pas à pas par rapport à votre activité. Comment créer un événement, une interaction et pouvoir la suivre. C'est complexe, c'est vrai. Peut-être est-ce que tu peux remontrer ce qui remonte
automatiquement, telles que les pages vues. Ouais. Hop. Donc, rappelez-vous que totalement Aurore. Un coaching individuel peut suffire pour paramétrer 2 ou 3 événements. Donc, rappelez-vous qu'il y a énormément d'événements qui sont déjà collectés par Google. Donc, pas besoin de toucher à Tag Manager si vous avez tout ce qui vous suffit. Voilà, que ce soit les clics, les pages vues. On a vu tout ce qui était dans Google Analytics, d'où provient le trafic, il n'y a pas besoin de le paramétrer tout ça. Les sessions qui ont commencé, qui ont débuté, tous ces éléments. Donc, ne prenez pas peur. Julia vous a partagé le numéro de la hotline pour prendre rendez-vous, un coaching individuel. C'est le 01 76 21 52 00. Oui, alors je pense que ce sera Frédéric qui vous partagera ou vous le recevrez par mail, le lien du replay pour bien appréhender et digérer toutes ces informations. Mais écoutez, on arrive sur la dernière ligne droite. Les nouveautés de GA4. Première nouveauté, c'est que par le passé, il fallait Firebase et Analytics. Il fallait 2 outils différents pour analyser ce qui se passe sur une application et sur un site. Aujourd'hui, les 2 outils sont fusionnés. Donc demain ou aujourd'hui, si vous avez une application, eh bien, pas besoin d'avoir Firebase. GA4 fait les deux en même temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient une application, je ne pense pas, mais si c'est le cas, ça peut vous intéresser. L'analyse est également plus spécifique, plus granuleuse, dans le sens où par le passé, si je venais sur votre site, sur mobile et ensuite sur ordinateur, Google pouvait interpréter qu'il y avait 2 personnes différentes. Alors qu'aujourd'hui, Google, avec ce qu'on appelle l'user ID, le device ID et les signaux Google, peut savoir lorsque, OK, il y a un portable et un ordinateur, mais derrière, c'est la même personne. C'est la sauce secrète de Google, mais ça ressemble à ça. L'user ID, le device ID et les signaux Google. C'est qu'ils aient un peu triangulé pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a plusieurs internautes ou est-ce que ce n'est qu'un seul avec plusieurs appareils, ce qui fait que vous aurez moins de doublons, moins de données erronées et ce sera beaucoup plus précis. Alors ça va plaire aux personnes qui aiment un peu la technique, qui s'y connaissent un peu plus dans Google Analytics, donc je ne vais pas m'y attarder. C'est que par le passé, Universal Analytics, c'était un peu des poupées russes. Une personne crée une session et il fallait mettre des catégories, sous-catégories, sous-catégories pour pouvoir suivre une action. Il fallait dire la personne vient, dans la catégorie e-commerce, il y a un ajout au panier. Dans la catégorie ajout au panier, il y a ajout de ce produit. Là, les poupées russes, si vous voulez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des catégories, ce ne sont que des événements. Pour les meilleurs et pour le pire, vous allez sûrement dire, OK, cette action, c'est un événement. Il n'y a pas de catégorie ou sous-catégorie. Ce qui, à mon sens, un peu plus simplifié, mais qui laisse beaucoup plus de possibles. Donc, voilà. Les catégories contre tout événement sur GA4. Par le passé également, pour ceux d'entre vous qui êtes toujours sur UA, vous devez comprendre une chose, c'est que vos données sont en fait extrapolées sur la vérité, sont extrapolées sur un échantillon réduit de personnes. Je vous donne un exemple, vous avez 100 visiteurs, mais Google ne peut analyser que 20 visiteurs. Et à partir de ces 20, il déduit comment se comporte le reste. Il extrapole le comportement des 20 pour vous dire comment s'est comporté les 100. En effet, par le passé, c'est toujours le cas pour Universal Analytics, Universal Analytics est limité dans le volume de données. C'est pourquoi Google ne peut que extrapoler pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Il ne peut pas collecter tous les internautes, on va dire. Aujourd'hui, avec GA4, la nouvelle technologie GA4, il n'y a plus de limite, donc c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus clair. Et bien sûr, le petit, on va
dire, le dada de toutes les startups de la Silicon Valley, de saupoudrer leur outil d'intelligence artificielle, de machine learning. Avec GA4, vous allez recevoir des recommandations automatiques. Vous allez recevoir des conseils, des études automatiquement via votre outil Google Analytics. Vous allez même avoir une barre intelligente de recherche pour avoir certaines informations. Donc, dites-vous, c'est comme avoir un petit assistant virtuel, un petit Jarvis, qui vous donne des tips, des astuces en temps réel. Alors, c'est bien, mais n'en faites pas une parole divine. Parce qu'il va vous donner des informations, des recommandations, des conseils par rapport à vos données. Et derrière, c'est vous qui devez interpréter ce qu'il conseille, ces données, avec votre expérience de votre industrie, de votre secteur et de votre clientèle pour prendre des décisions. Donc, ne faites pas des conseils de l'intelligence artificielle Google une parole divine. C'est une bonne aide, un bon support, mais c'est vous le décideur final. Et avec tous ces outils, écoutez, vous êtes armé pour avoir une connaissance de Google Analytics qui est supérieure à la moyenne, donc vous serez niveau intermédiaire, et vous pourrez prendre de meilleures décisions tout simplement avec votre site. Des décisions en termes de communication, d'expérience client. Ce qui fera que sur le long terme, contrairement à vos concurrents, vous aurez des taux de conversion plus élevés. Sur 100 visiteurs, vous passerez de, mettons, 1 acheteur à 2 acheteurs, 4 acheteurs, 6 acheteurs. Parce qu'à partir de ces informations, de ces données, vous vous améliorerez. Vous améliorez vos communications, votre site. Et vous prendrez tout simplement de meilleures décisions que vos concurrents. Écoutez, ça a été un plaisir de vous faire cette présentation, ce live. J'espère que ça vous a été enrichissant et que je vous ai également motivé, même si ça fait peur. C'est un sujet très costaud, Analytics. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir avec Julia. Mais sinon, écoutez, je vous souhaite une excellente suite de journée, un bon appétit. Et je laisse la parole à Frédéric pour la fin. Merci Alexandre et merci Julia pour la modération. Écoutez, j'espère que ça a été très très enrichissant pour vous tous. Merci aux participants. On a été à un moment donné presque une cinquantaine. Donc comme je l'ai mis dans le chat, le replay sera disponible à partir de lundi. Vous avez le lien vers le site pro du CRTL. N'hésitez pas à m'envoyer un mail via l'adresse que j'ai utilisée pour vous envoyer l'invitation. Pour nous faire un petit retour sur l'intérêt que vous avez porté, sur l'utilité pour vous de ces ateliers, sur des suggestions. Et puis, comme je vous le disais, on va vous envoyer prochainement un petit sondage, une petite enquête pour connaître vos centres d'intérêt pour le programme de 2023. Et puis, avec Google Atelier Numérique, bien évidemment, on va continuer la série des webinaires. C'était le dernier cette année. Mais à partir du début de l'année prochaine, on a des nouveaux sujets qui arrivent. Et donc, on aura d'autres ateliers à nouveau, j'espère, avec Alexandre et Julia. Merci beaucoup à vous deux. Et merci à tous. Merci Frédéric, merci tout le monde. Merci Fabienne, Aurélie, Marie. Merci pour vos retours.